va? Alors, comment est-ce qu'on a intitulé la session d'aujourd'hui? Ah oui, je Ah oui, sais d'accord. pas. Donc, dans le sujet tout de suite, là, maintenant, comme ça, sans transition. Sans C'est ça, transition, sans ok. transition. On y On va. commence donc du coup par la privation des services publics et les attaques sur les services publics. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Grégoria. Salut tout le monde. Voilà, on retrouve aussi Jules, Salut. Olivier. Bonjour, moi c'est la première fois que je viens sur le live du coup. Ça, Tout j'aurais à dû- fait, donc j'aurais dû faites présenter la vraiment place de Grégoria. le meilleur accueil. Et puis on a Florent à la régie qui se Et on a cache. toi, Florian, Et ouais, et on a Monsieur Regardez. Florian, le meilleur Et d'entre voilà, et moi-même qui notre serai... maître des cérémonies du jour. Voilà, je Le ferai MC. passer le plat. Quand on parle de service public, on va se concentrer sur deux sujets qui sont les attaques de mairie et les attaques des hôpitaux. D'accord, ok, moi ça me va. Je sais pas si déjà dans le chat on a un petit peu de monde. Heureusement que ça te va, Jules. Eh ben déjà, alors j'avais envie de vous poser une première question, et puis bien sûr le chat est invité à participer fortement. C'est à votre avis pourquoi et ou en quoi les mairies et les hôpitaux constituent des cibles de choix? Facile. Vas-y, on t'écoute. Ouais, moi je pense qu'une des raisons principales, je parle pas forcément, enfin, on parle de tout type de cyberattaque, c'est que c'est un profil public, c'est un profil étatique, c'est une bonne carte de visite pour un hacker. En deuxième raison, je dirais souvent aussi, c'est le côté toujours étatique qui attire avec des informations de toute nature à ce niveau-là. Et maintenant, je laisse les autres parler. J'en ai marre. Oui, c'est bon. Il a fait ses deux propositions. Ouais, À vous de vous exactement. débrouiller avec le reste. C'est un peu une cible facile. Ce sont ceux qui doivent être exposés sur Internet pour qu'on y ait accès. Je pense notamment à tout ce qui va être mairie, donc ces services publics si. C'est tellement exposé parce que c'est sa fonction d'être exposé. Du coup, ça permet de favoriser les attaques. Les liens vont être beaucoup plus accessibles. Ce genre de choses, ça se voit. Donc, allez, allons attaquer ce qui se voit, quoi. Ouais, Ok. je pense qu'il y avait une bonne raison aussi dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a plus de superficie d'attaque dans la mesure où le public communique de façon plus large aussi que les entités privées qui communiquent souvent vers leurs salariés ou vers leurs clients. Les entités publiques, tu communiques vers tout le monde, tu as beaucoup de prestataires, beaucoup de gens qui travaillent pour, et c'est peut-être aussi plus facile de passer par là. Pour reprendre ce que dit Fric-Antoine, oui, je pense que c'est ce qu'on disait, je pense que tu as toute une question de données, notamment pour les hôpitaux et les mairies. Tu peux avoir assez facilement accès à des informations personnelles, qui est toujours là aussi très intéressant pour un attaquant à mon sens, pour à la limite construire ta base de données ou d'autres types de cyberattaques derrière en fonction des données que tu vas réussir à récupérer dans un premier temps. Que pour moi, souvent, ils sont cibles d'attaque par rançongiciel. Donc chiffrer des données et demander une rançon en échange. Et je pense qu'ils sont... c'est ceux qui vont en priorité peut-être céder le plus facilement à ce type d'attaque parce qu'ils ont un fort besoin derrière de pouvoir continuer à exercer leur activité. Donc quand on a vu par exemple les premières attaques sur les hôpitaux, tu as des risques de personnes qui peuvent mourir si jamais il y a des machines qui sont plus accessibles. Et puis les services publics, ils ont des forts besoins aussi de pouvoir accéder à leur système d'information pour délivrer des certificats de naissance, pour faire marcher des élections ou des choses comme ça. Donc ils ont les deux des forts besoins où ils peuvent pas se permettre d'avoir des systèmes qui fonctionnent pas. Oui, en effet, tout à fait. C'est un bon sujet que je comptais utiliser pour faire la transition, mais avant qu'on transitionne sur le type d'attaque, j'avais noté d'autres choses parmi effectivement toutes les propositions que vous avez faites qui correspondent bien. T'as un indice à nous donner ? C'est quelque chose en fait alors que tu as plus ou moins dit, Jules. C'est-à-dire, toi, tu as dit voilà, c'est effectivement une bonne chose sur le CV. On sait aussi, en tout cas pour qui a pu entrer dans un hôpital ou dans une mairie, que souvent le matériel est un petit peu vieillissant. Donc ce qui laisse à supposer qu'à l'époque où il était installé, la prise en compte de la sécurité était moindre. Pas forcément de sécurité par design. Pas forcément de budget après coup pour à la fois remplacer le matériel qui pourrait être trop vieux ou en tout cas pour mettre des solutions de sécurité derrière. Donc peut-être aussi peu de budget pour de la sensibilisation.
Quand on dit sécurité par design, je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais c'est de la sécurité dès l'initiation ou dès la création de quelque chose. C'est penser à la sécurité tout de suite. C'est ça. Et Pour préciser la notion. ça nous emmène en termes de prise en compte de la sécurité dès le design sur deux notions que vous allez peut-être pouvoir me vulgariser. Si je vous parle de PSSIE, il faudra peut-être expliquer ce qu'est une PSSI avant d'expliquer le tiret E la PSSI. et RGS. Alors, je peux m'occuper de la PSSI, j'avoue, le RGS un peu moins, mais si vous voulez aussi. La PSSI, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Classiquement, en cybersécurité, votre document cadre, un peu votre constitution de la sécurité, c'est ce qu'on appelle la politique de sécurité des systèmes d'information. Et il y a quelques années, l'État s'est doté de la sienne. Elle se l'est dotée par loi, c'est la loi de programmation militaire 2014-2019, je crois, où j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est la première qui dit, en gros, les entités publiques doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité, des mesures de cybersécurité notamment, et elles sont regroupées au sein d'un document qu'on appelle la PSSI. Elle est applicable à toutes les administrations publiques au sens large, que ce soit État, ministère, collectivité territoriale, mairie, AI, et ce genre d'entité. Et le RGS est un peu le pendant, entre guillemets, je sais pas, là, je suis un peu moins calé, mais c'est le référentiel général de sécurité. Là aussi, qui impose un certain nombre d'exigences en termes de cybersécurité, en fonction, pour le coup, plutôt, et là j'ai toujours un doute, d'un niveau à atteindre, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, mais là, il va falloir m'aider, parce que j'ai pas les... Je sais pas trop comment on joue avec le RGS. C'est l'idée, c'est notamment dans tout ce qui va être les échanges électroniques. Donc, par exemple, si avec ma mairie ou avec ma préfecture, par exemple, quand je demandais un renouvellement d'un permis, d'un titre de séjour, carte d'identité ou une démarche en tout cas en ligne, par exemple, pour demander, je sais pas, un acte de naissance ou autre, et ben en fait le service qui m'est proposé en ligne doit avoir en fait une homologation RGS. Ça a été aussi mis en place, on l'a pas dit le mot, mais je pense que c'est important. Parce qu'en plus, il le rabâche pas mal dans ce RGS, c'est aussi la confiance. C'est justement établir un lien de confiance entre, en l'occurrence, une mairie, parce que c'est un peu les services que chaque utilisateur va pour récupérer une carte d'identité, un passeport, mais qu'il y a un lien de confiance entre la mairie qui va fournir le service et l'utilisateur qui va demander un service et qui va surtout devoir donner des données, pour le coup, qui va devoir fournir des papiers importants, confidentiels, donc s'assurer que tout ça soit fait de manière réglementée, cadrée. Et c'est aussi un moyen de rassurer. Mais maintenant, on pourrait se dire, dans ce cas-là, on ne parle pas de cybersécurité que depuis ces derniers mois. Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être des freins au fait que finalement ces organisations se mettent en conformité? Moi, j'en ai identifié plusieurs, mais tu as une question de coût, peut-être qu'on y reviendra après. Pour moi, tu as aussi une question d'appétence au risque au départ. Les services publics n'ont pas d'appétence au risque cyber pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer plus tard, et je ne sais pas si on a prévu de les évoquer. Je pensais surtout à tout ce qui est issu des modèles ENA, Sciences Po, qui sont souvent à la tête de ce genre d'organisme. Il n'y a pas de formation de ce niveau, il y a peu de sensibilisation à ces risques-là dans ces formations-là. Ce qui pourrait expliquer la faible appétence des entités ministérielles pendant longtemps au risque cyber, même s'il y avait une connaissance des enjeux. Et pour en revenir au marché public, oui, c'est beaucoup de contraintes pour une petite prestation de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut anticiper largement en avance, il faut publier un document qu'on appelle un CCTP. Du coup, j'ai perdu le mot puisqu'on le manie tous les jours, mais là, pareil, quelqu'un doit m'aider, mais tout ce qui est CCAP, technique particulière, et tout ce qui est cahier des charges, CCAP, CCTP, règlement de consultation. La proposition d'Olivier qui était de dire, vu la criticité en fait du service qui est rendu derrière, les pirates vont se dire que c'est un bon coup de pression justement si jamais on les attaque, puisqu'ils seront plus susceptibles, notamment dans certains types d'attaques, de se plier aux exigences des pirates. Donc ce qui m'amène à la prochaine question, selon vous, à quel genre d'attaque elles sont confrontées, et puis expliquer aussi de façon très schématique qu'est-ce que c'est dans l'attaque que vous allez citer, comment ça se passe grosso modo. Alors j'ai juste une précision, mais je vais peut-être laisser répondre les autres, parce que dans le type d'attaque, j'en vois clairement un, mais qui s'apparenterait deux. Est-ce qu'on parle du phishing étant un type d'attaque ou du rançon logiciel? On va tout développer, mais du coup, si tu me parles de phishing, je te rajouterai dans ce cas-là encore un autre type d'attaque alors. Ah ouais, t'es comme ça, toi tu surenchéris, c'est comme. Ok. C'est ça.
Non, bah oui, moi je pensais classiquement au phishing qui va souvent débuter. Enfin, phishing est suivi d'un rançon logiciel. Ouais, c'est Ouais. ça, rançon logiciel. Quand c'est rançon logiciel. Rançon Rançongiciel. logiciel, pardon, je sais jamais, c'est Je tellement vais un mot dire pourri. ransomware, c'est plutôt école. Ouais, ransomware, voilà, merci. Moi, je suis de l'école ransomware. J'aurais dit, même si peut-être un peu moins, et j'en ai moins vu en tout cas cette dernière année passée. En tout cas, sur le public, je dirais tout ce qui est DDoS aussi, qui peut être très efficace. Ransomware, c'est le numéro 1. Ransomware, c'est le top du top, c'est le best. Et- Mhm. Et franchement, et d'un côté, c'est le numéro 1. Et si les attaquants, parce que en général, ransomware, c'est pour deux raisons. C'est pour l'argent et c'est pour bloquer le SI si jamais on a envie d'embêter, pour rester poli. Mais pour le cas de l'argent, c'est l'une des pires cibles à avoir. C'est le secteur public. Parce que de base, attaquer une mairie, style dernièrement la mairie d'Angers, ils ont eu un ransomware. Donc je crois qu'on ne connaît pas la somme en plus qui était demandée, mais c'est terrible parce qu'ils ne pourront jamais payer. C'est même pas une question de volonté, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget. C'est une mairie qui est rattachée à toute une région et même plus après à des ministères et tout est tellement cadré qu'au final, je crois que pour avoir de l'argent en tout cas, pour bloquer un SI, pas de problème, mais pour avoir de l'argent, c'est vraiment pas la cible. Enfin, en fait, il y a tout un raisonnement de l'attaquant qui se dit, bah, comme c'est un service public, ça manipule de l'argent, etc. Donc, top, ils vont me payer. Mais en fait, non, parce que, encore une fois, comme disait Jules tout à l'heure, tout est tellement réglementé, normé, il y a tellement de chemins à entreprendre pour même débloquer des fonds, etc., qu'au final, aller taper une entreprise privée, ce sera beaucoup plus facile parce qu'ils ont les politiques internes de leur entreprise propre qui n'est pas forcément dépendante de ministère derrière. Il ne faut pas payer, ça ne nous garantit absolument pas de récupérer nos données, de récupérer le SI, la clé de déchiffrement, donc quoi qu'il arrive, il ne faut jamais payer. Mais bon, ce sera toujours plus facile de se dire ça que le maire qui va dire, bon, bah, écoutez, je vais devoir aller communiquer au ministère auquel je suis rattachée. Et puis dire, bah voilà, j'ai ça. Ils vont dire, mais non, jamais on paye. Hein. On va faire autrement, on va récupérer les données autrement. Donc, En complément, j'ajouterais que l'État français a quand même une doctrine connue dans cette matière qu'on peut appeler du terrorisme, hein, limite, ce qui est de dire on ne paye jamais. Est-ce qu'on a des exemples de gens qui ont payé? Non, je n'ai pas en tête. Et voilà. Si, il y a l'hôpital. Oui. Il y avait un hôpital qui a payé dernièrement. Exact. Ils ont récupéré tout, je crois, de mémoire. Par contre, 2 semaines après, il y a un autre hôpital qui s'est fait attaquer. Il dit ça a marché sur un hôpital, ben C'est tout le risque. voilà. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, moi je dis, est-ce qu'aujourd'hui le rançongiciel n'est pas devenu une feinte pour masquer en fait derrière le vrai objectif des attaquants qui est plus de l'exfiltration de données? Si, pour moi complètement. Mais c'est un peu pense, comme c'est un peu comme a été utilisé le DDoS au début. C'était du vrai déni de service au départ, et après c'était utilisé surtout pour rentrer dans les entreprises sur une première clé. Et ben tu vois, la mairie d'Angers, par exemple, je reprends cet exemple parce que c'est celui qui est le plus récent, ça date de janvier. Il n'y a pas eu d'exfiltration de données. Donc effectivement sur les deux modes d'attaque les plus communs, on retrouve en fait cette année le déni de service et le rançongiciel. Et par rançongiciel, je pense qu'on va peut-être bientôt avoir peut-être un nouveau mot pour désigner ce dont Olivier Florian, parce que du coup on a été interverti. Ah oui, exact. Ce dont il parlait, c'est-à-dire à savoir que maintenant il y a le coup de pression supplémentaire qui est de dire non seulement vous avez verrouillé votre système, mais en plus on a vos données et on peut vous faire un chantage supplémentaire en les diffusant. Alors après, dans une mairie, il faut voir ce qui est récupéré, hein, mais c'est sûr que sur des données de santé, ça peut être un petit peu plus critique. Et ben alors, détrompe-toi, il y a des mairies qui possèdent énormément d'infos. Enfin, déjà tout ce qui est état civil, papier, etc. D'accord, mais après, tu as pas mal de trucs. En tout cas, ils manipulent des logiciels qui traitent des données, style tout ce qui se réfère un peu à la santé, affaires sociales, des listes de noms de personnes sensibles qu'il faut protéger via des mineurs peut-être des magistrats, mineurs, majeurs. Alors je trouve que ça rejoint la remarque du chat, mais je ne sais pas si Florent a des infos là-dessus, puisque c'est toi qui as préparé un peu de sujet, mais il y a une question qui nous demande: certaines mairies sont-elles plus ciblées que d'autres, comme par exemple les consulats qui servent de mairie à l'étranger? Et effectivement, je pense que consulat, ambassade, on n'a peut-être pas de stats particulières dessus. Sur mairie, consulat, j'ai pas trouvé de stats. Alors après, est-ce que le fait que ça se trouve à l'étranger, il y a une certaine indépendance ou autonomie qui se met en place dans l'infra-informatique de ces petits bouts de France à l'étranger?
c'est Ça une peut peut-être problématique. expliquer cela. Il y a peut-être un peu plus de tri sur le volet du personnel. Il y a peut-être une sensibilisation particulière. Honnêtement, sur les communes, pour en citer quelques-unes là, donc on a Mitry-Mory, Antony, Morières-les-Avignon, Martigues, Charleville-Mézières, Vincennes, Alfortville, Angers, Chalon-sur-Saône, Houille, Aulnoy-Emery, La Rochelle, Bourg-Saint-Maurice, il n'y a pas longtemps, en avril 2021, Douai aussi en avril 2021, et là récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu que c'était la CCI, une CCI, je me rappelle plus de laquelle, une Alors là, je l'ai CCI pas vu, qui a été attaquée, oui. Donc, tu confirmes bien, Florian, que tous les villes que tu viens de citer, ce sont c'est là où il y a eu des attaques. Oui. Je C'est là où il y a eu savais des attaques donc, sur des communes. Et après, si tu parles de métropole, donc plus des agglomérations, tu retrouves Aix-Marseille-Provence, la région Grand Est. Et ça, c'est toutes celles qui ont assez largement communiqué sur le sujet. Tu parles Incroyable. des hôpitaux, rien que pour 2021, tu as le centre hospitalier de Dax en février, tu as le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, et celui d'Oloron-Sainte-Marie en mars 2021. Et ça va qu'en augmentant en plus. Enfin, je sais pas si tu avais vu ce chiffre, mais l'ANSSI, je crois qu'ils ont dit que ça avait été multiplié par 4 Ouais, ils attendent déjà une entre même... 2019 et 2020. Et ils attendent une même multiplication sur l'année avec le grand phénomène de l'attaque as a service finalement qui est devenu les hackers font finalement comme les sociétés privées où elles proposent des services et t'as plus qu'à venir t'inscrire et demander une prestation et ça se réalise. Donc ça permet aussi des attaques au plus grand nombre. T'as plus besoin forcément de compétences pour mener une attaque. T'as plus besoin de te bricoler. Il suffit de faire appel à ce genre de service. Donc en 2020, on avait à peu près 67 communes de touchées et là on est quasiment en fait à un peu plus de 200. Un peu moins de 200 de communes touchées en 2021, je crois. Alors, c'est marrant parce que ça fait beaucoup en termes de communes par mois, mais finalement, au regard du nombre de communes en France, c'est très peu. Alors justement, il y a combien de communes en France? 32 000. Plus. Ah ouais? Putain, Ouais. j'étais persuadé que c'était 32. C'est pas Je crois ça? que Un petit on peu va plus, rattraper t'es dans le la niveau bonne plage. géographique. Ouais, c'est 36 alors, mais c'est pas beaucoup plus. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 35 000, je crois. Il y en a un petit peu moins de 35 000. Vas-y. Déjà, il y a peut-être toutes celles dont on ne sait pas qu'elles ont été attaquées et eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont été attaqués et toutes celles qui n'ont rien dit aussi. Alors, c'est justement une des spécificités quand ça se passe sur les mairies ou sur les hôpitaux, c'est qu'en fait, vu qu'ils rendent un service quand même qui est assez critique, et par définition, une cyberattaque, ça dure pas juste 2 heures. Donc en fait, l'indisponibilité du service, elle se voit tellement qu'en général, c'est quasiment à 100%, ça sort dans la presse. Alors après, pas forcément sur la presse nationale, mais en tout cas, ça peut pas passer inaperçu. C'est Mais si quand même c'est quand même juste, une obligation de dire. Il y Les a... services publics sont soumis à l'obligation de dire quand il y a eu une attaque et qu'ils le Non. savent. Pour Alors, moi, ils sont obligés. Non, pour moi, ils sont au obligés de grand déclarer les public, je suis fuites pas de sûr données qu'ils soient personnelles obligés de et le ils dire. sont obligés de déclarer certaines attaques à l'ANSSI, mais pas toutes. Et que tu es obligé de le déclarer pour moi en public, entre guillemets, et à la CNIL qui fera sûrement une déclaration publique. Quand tu n'as qu'une atteinte aux données personnelles, le reste du temps, tu es plutôt tranquille. Ah, ça y est, pardon, je reviens sur une précision que m'avait demandé Grégoria. J'ai trouvé la déclaration, ça me perturbe. Ah, Remontée des dis-moi. incidents de sécurité dans le public, donc ça vient de la PSSIE, c'est page 40. C'est sur la gestion des incidents de sécurité. Tout incident de Ouais. sécurité, même apparemment mineur, dont l'impact dépasse ou est susceptible de dépasser le SI d'une entité ou d'un ministère, fait l'objet d'un compte-rendu via la chaîne SSI au COSI, donc au centre opérationnel de l'ANSSI. Donc tu vois, il faut que ce soit une attaque qui soit où tu commences à comprendre qu'elle va dépasser ton SI. Mais si elle reste dans ton SI, tu n'as Ok. aucune obligation de déclaration. Alors, vu qu'on est aussi dans les chiffres, allez, j'allais dire à 50 millions près, est-ce que vous savez quel va être le budget pour la sécurité justement de ces services publics? C'est l'État qui a donné cette enveloppe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si on met, on va dire, tout ministère confondu, ça fait Ok. ça fait un package à combien? Honnêtement, je pense que je serais proche du milliard, mais Alors, 300 millions. c'est moins. Ok, c'est moins de 1 milliard. 800 300 millions. millions. Alors, c'est plus que 300 millions, c'est moins de 800. 500 millions. Ouais, effectivement, on va être à peu près à 50 millions près, on va être à 500 millions. Ouais. Récemment sur YouTube, on va dire en plus de tous les articles qu'on peut avoir sur les différentes attaques,
mais qui sont souvent assez succincts. Sur la cyberattaque de la mairie d'Angers, là, donc, qui a eu lieu mi-janvier 2021, il y a eu un Rex en fait de quasiment 1 heure d'une personne qui est affiliée à un des services, donc qui n'est pas une personne technique, qui n'est pas quelqu'un de la DSI. Le Rex est un peu plus focalisé à la base sur la cellule de crise, donc ça veut dire l'organisation qui se met en place pour pouvoir répondre en fait à la cyberattaque et circonscrire un petit peu tout ça et assurer une continuité de service. Mais il y a eu quand même quelques informations, donc si je vous fais un petit peu la synthèse. Donc grosso modo, déjà il faut savoir que la mairie d'Angers, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est 4000 agents. Donc potentiellement, c'est 4000 personnes qui vont avoir soit un téléphone, soit un PC, soit les deux. Dans la nuit en fait du 15 au 16 janvier, il y a un ordinateur en fait à distance qui se connecte sur un poste de la mairie avec un compte qui est validé. Donc ça veut dire que l'attaque a commencé avant, mais elle est détectée à ce moment-là. Ok. C'est ça, Oui. c'est rentré Ça se passe. à ce moment-là. Donc là, ils cartographient le SI, donc c'est-à-dire qu'ils regardent qui est connecté à quoi. Ils arrivent à faire une élévation de privilèges donc, par rapport à ce compte sur un ordi de la ville, donc c'est-à-dire qu'ils passent en fait en mode administrateur. Et après, à partir de ce moment-là, ils ont accès finalement à quasiment tout, puisque visiblement, tout le réseau est à plat, c'est-à-dire qu'une fois que je suis sur un PC, je peux rebondir à peu près n'importe où dans les différents systèmes. Donc à 6h du matin, ils déclenchent l'attaque, donc c'est attaque type ransomware. Donc on verrouille en fait les accès au poste, et ça commence assez rapidement par 200 PC, 300 serveurs. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc déjà pas mal. Moi perso, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que je me dis 4000 agents, 300 serveurs, C'est beaucoup. c'est énorme quand on compare par rapport à l'entreprise. Est-ce que le réseau a été fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 300 serveurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des simplifications un petit peu possibles au niveau des rôles et des services qui étaient donnés par ces serveurs? Donc après, comme la personne le dit elle-même, c'est une collectivité locale, donc ils ont une obligation de continuité de service. Et ça, c'est aussi une différence par rapport à une entreprise. Là où une entreprise, en fonction de ce qu'elle fait, peut se permettre d'avoir quand même un petit peu d'indisponibilité, en tant que service public, en fait, c'est pas possible. Donc l'avantage, c'est que normalement, ils sont censés avoir déjà réfléchi à qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour assurer cette continuité. Donc cellule de crise, appel à l'ANSSI, et ils se sont fait appeler se sont fait accompagner par un prestataire qui était qualifié par l'ANSSI. Et donc ce qu'elle explique derrière, c'est que le mail de réclamation de rançon est arrivé assez vite. Alors comme disait Grégoria, ils n'ont pas communiqué sur le montant, parce que de toute façon, entre autres pour eux, comme on disait, c'est aussi une différence avec l'entreprise, c'est que là en fait on parle de fonds publics. Donc déjà c'est pas illimité, 2 ils font pas ce qu'ils veulent avec, et de 3 en écriture comptable, dans le plan comptable général, paiement des rançons, ça n'existe pas. Donc du coup ils se sont retrouvés bien embêtés. Et ils ressortent également les fax pour faire de la communication interservice. Donc ils expliquent envoyer presque une centaine de fax par jour. Alors pour ceux à qui il faut expliquer le fax, c'est l'ancêtre de l'imprimante par le téléphone. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. C'est presque même l'ancêtre de l'email. Ouais, c'est entre l'email et la messagerie. Enfin, c'est un peu étrange le fax. Heureusement pour eux, l'attaque ayant eu lieu la nuit, ça s'est fait après la sauvegarde. Donc c'est pour ça qu'ils expliquent ne pas avoir eu de perte de données. Et ironie du sort, on parlait de PSSI, ils étaient justement en train d'écrire leur PSSI en fait à la mairie d'Angers. Oui, il leur restait quelques étapes à faire. Quoi. De toute façon, après, ce qu'on ne sait pas, c'est depuis combien de temps cette PSSI était en rédaction. Parce que, encore une fois, là non plus, l'idée n'est pas de mettre un jugement, mais s'ils étaient vraiment... ils ont commencé, je sais pas, peut-être il y a 6 mois en disant, voilà, on y va et on finit dans 1 an et puis point barre. Ou alors ça fait peut-être 3-4 ans que c'est un dossier qui est là, qui traîne parce que justement, on sait pas, on n'a pas les bons profils d'experts pour justement nous aider. Bon,
Peut-être ça aussi, hein. Donc moi, je pense que c'est des éléments que j'aurais aimé savoir, qu'on ne saura bien sûr jamais, hein. Non. Mais c'est des éléments aussi qui permettent de voir à quel point ils étaient vraiment concernés par toutes ces nouvelles problématiques, ou non Mhm. d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'on n'aura Après, jamais l'info. pour aussi rebondir sur un commentaire dans le chat, c'est vrai que si tu as 300 serveurs à gérer et 200 applis métiers, faire de la sécurité, c'est vachement plus difficile pour le mec à l'IT quand même. C'est ça. Alors, en sachant que Bon. sur l'IT, ils se sont pas trop étendus sur le sujet, mais ils ont indiqué avoir 50 personnes qui travaillaient à l'IT. Et apparemment, dans ces 50 personnes, il y avait quelques personnes qui étaient dédiées en sécurité informatique. 50 mais à sans l'IT, rien préciser qu'à la le- mairie d'Angers. Je trouve ça Ouais. énorme. Ouais, apparemment. Bah, tu me diras, quand tu as 300 serveurs, Ouais, mais enfin, Ouais, j'ai c'est rarement vu Ouais, des et organisations avec rappelle-toi quand même 50 qu'il personnes à y a l'IT. 4000 agents. Hein. Il y a 4000 agents. Ouais, d'accord, mais enfin, vous avez rencontré combien d'entreprises avec 50 personnes à l'IT, à part les gros oui, groupes? je suis d'accord. Oui, ça fait à peu près une taille de grand groupe. Ouais. Ça fait une taille de très grand groupe quand même. Enfin, après, Ouais, même encore de une très fois, grands c'est juste groupes aussi. c'est un constat. Hein. C'est pas, il n'y a pas de quoi que ce soit. Chacun son organisation, pas de sujet. Mais je trouve ça étonnant. Ça, ce chiffre m'aurait étonné, tu vois. Si on parle de l'étonnement là-dessus. Je sais plus quand la personne parlait de ces 50 postes, je sais pas si elle le disait dans le quotidien ou si ça a été mis en place bien spécifiquement pour essayer de gérer le ransomware. J'ai un doute. Alors apparemment, non, sur les 50 personnes, c'est ceux qui étaient en place avant l'attaque. Hein. Ouais, donc, D'accord. ouais, ok, d'accord. Voilà. Et elle a dit dans ces 50, il y a quelques personnes qui étaient dédiées Carré. sécurité informatique, mais on ne sait pas. Voilà, apparemment, c'est moins de 10 personnes. Hein, mais, Bye et bye, après, dans Jules. les deux choses qui m'ont aussi un petit peu titillé sur les pratiques de la mairie, alors c'est pas pour taper sur la personne, parce qu'elle était la première à dire on comprend les impératifs des gars qui font de la sécurité, qui doivent proposer des mesures qui peuvent être contraignantes, mais pas forcément. Et puis le besoin aussi de travailler, d'avoir de la flexibilité. Mais il y a un moment donné, quand même, elle nous parle que il y a des élus dans la mairie, je pense que c'est pas spécifique à la mairie d'Angers, qui plutôt que de passer par la boîte mail de la mairie, vont utiliser du Gmail pour s'échanger du coup des informations. Ouais. Ouais, mais Pareil, alors. j'ai envie de dire, je comprends mieux. Du coup, sans PSSI, finalement, tu fais ce que tu veux. En vrai, donc. Un autre comportement aussi, alors à un moment donné, elle dit moi de toute façon, je suis carré sur tout ce qui va être documents sensibles, je passe pas par les outils informatiques, j'imprime tout. Et là, je me suis dit, alors bon, j'imagine, tu as 4000 postes, tu as peut-être des imprimantes mutualisées. Donc du coup, pour imprimer, tu es quand même obligé de passer par ton système informatique. Bon, après, tu t'exposes à d'autres types de problèmes. C'est potentiellement de te faire voler tes papiers ou que quelqu'un puisse jeter un œil dessus si ça traîne sur ton bureau. Enfin bref. Mais voilà, c'est ça. Il y a même, je crois que tu as certains documents. Encore une fois, si la PSSI est bien appliquée, il y a aussi des salles qui sont, alors je dirais homologuées, peut-être qu'il y a un nom spécifique, mais il y a des salles qui possèdent des coffres-forts spéciaux. Voilà, ça a été reconnu comme étant des coffres-forts bien conformes, entre guillemets, pour y déposer des documents dits confidentiels, plus la broyeuse à papier, elle aussi bien reconnue, etc., bien placée. Si le document doit être détruit parce qu'il n'a plus d'utilité, mais qui reste encore confidentiel, pouvoir ensuite détruire ces papiers-là et s'assurer qu'ensuite les personnes qui vont venir récupérer des déchets, les petits lamelles de papier, finalement, là aussi, qu'il y a un truc assez bien sécurisé. Donc finalement, en fait, comme tu le disais, je suis pas sûre que de passer par le papier soit vraiment déjà signe de meilleure sécurité, parce que quoi qu'il arrive, le document, il est sur le SI. Mais je me demande même si c'est même pas encore plus dangereux, parce que je pense que dans la mairie, je suis pas du tout allée dans la mairie d'Angers, mais il n'y a peut-être pas forcément de badge. Pour moi, le fait d'imprimer, tu vas créer un problème très simple, c'est que là où tu as un seul document sensible sur le SI qui est le document nommé, en l'imprimant, tu en crées deux. Voilà. Dont un, finalement, tu n'as plus de traçabilité possible, puisque le principe du papier, c'est que tu ne peux pas tracer vraiment ce que tu en fais. Donc ça nécessite une gestion particulière de la sécurité sur le papier. Et du coup, tu pars d'un document sensible, et en fait, l'impression pour nous en IT, c'est finalement qu'une duplication des informations, ce qui est toujours problématique en sécurité. Ouais, ça peut devenir la galère avec la tentation après d'ailleurs de dire tiens, j'ai sorti mon document, j'ai retravaillé dessus,
Bah, du coup, peut-être un moment, je vais le prendre en photo pour te l'envoyer. Si derrière, en plus, on sait qu'il y a des gens qui utilisent du Gmail, bah, toi, tu peux l'envoyer de façon sécurisée et potentiellement, c'est repéré par quelqu'un qui va le communiquer à son tour d'une façon non sécurisée avec un Gmail ou avec autre. Donc, d'ailleurs, tu peux difficilement maîtriser aussi ce genre de choses. Pour l'anecdote, pareil, dans une précédente fonction, on avait un document papier, enfin, bon bref, il était en papier, je ne sais pas pourquoi, et qui était très sensible. Et un matin, j'arrive au bureau très tôt comme d'hab, et je trouve ce papier coincé dans une porte, sous la porte, mais complètement en évidence, complètement lisible et accessible par tout le monde, parce que la personne en question, quand avait voulu rendre le document, bah, il n'était pas là, donc la moyen le plus simple, c'était de le caler sous la porte, bien visible, pour être sûr qu'il puisse le récupérer en arrivant le matin. Probablement la cause de l'attaque pourrait être en fait l'envoi d'un mot de passe en fait d'un compte en clair. Alors elle précise pas si c'est en passant par du Gmail ou pas, mais c'est possible. Qui aurait apparemment, et le compte derrière aurait servi pour s'introduire dans le système de la mairie. Ça reste quand même une super opportunité de faire avancer le sujet. Donc c'est justement ce que j'ai noté en point positif quelque part sur ces attaques, puisque de toute façon, il faut aussi savoir tirer les opportunités de tout ça. Donc que ça permettait une libération de la parole sur les attaques. Alors on l'a vu, hein, il y a un peu une notion d'obligation, ou en tout cas c'est difficile de le faire passer sous silence, mais il n'empêche que ça donne des précédents dans les actualités, et donc ça va peut-être aussi libérer d'autres acteurs peut-être privés qui vont se faire attaquer de pouvoir en parler. Ça permet aussi donc de faire avancer le sujet parce qu'on peut s'appuyer sur des vrais retours d'expérience, donc sur des situations concrètes, vécues, comment ça se passe chez les autres. Ouais, pour moi, Dernière chose sur la mairie d'Angers. Donc là, quand la personne en parle, ça s'est fait au mois de juin, donc c'est 6 mois après l'attaque. Ils ne sont pas revenus à 100% des capacités. Hein. Oui, évidemment, le retour à la normale est évidemment très long quand on prend une attaque. Et ouais. J'allais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit effet aussi qui peut être positif, mais un petit effet shaming dans la mesure où tu te dis, je me suis pas fait attaquer, j'ai pas envie d'être exposé sur la place publique comme l'ont été les autres pour plein de raisons, que ce soit d'image, financière ou ce que tu veux, et du coup, je vais bétonner un peu ma cybersécurité, où je vais en tout cas beaucoup plus faire attention, moi, entreprise, à ça, pour justement pas me retrouver dans une obligation de devoir peut-être informer que j'ai été attaqué, ce qui pourrait me faire perdre des clients et tout. Moi, je vois bien aussi un effet positif à ce niveau-là, potentiellement. Alors, effectivement, mais après, par exemple, tu vois, il y a des sociétés qui sont spécialisées en cybersécurité qui se sont fait avoir et qui n'ont pas hésité à communiquer, je pense, presque aussi rapidement que ce qu'une mairie aurait pu faire. Ok. Ouais, Après, sans vouloir non plus, encore une fois, porter de jugement, il y a aussi un constat, c'est que certes, c'est plus facile. Et en fait, c'est plus facile, surtout c'est plus accessible qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on peut acheter des bouts de code infectieux, on peut carrément marcher là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est déjà plus accessible, mais il y a aussi un vrai sujet et plutôt un débat qui est de plus en plus, enfin, qui devient de plus en plus ouvert et avec pas mal de débats, c'est sur le fait un utilisateur aujourd'hui n'est pas assez sensibilisé, ou alors il l'est pas complètement. Par exemple, on avait l'exemple de prendre une adresse Gmail plutôt que celle de la mairie, sans compter les chartes ou la PSSI. Ça fait quand même partie de la sensibilisation, et là, par exemple, ce n'était pas le cas. Et donc, le fait d'avoir ces gestes qui sont, entre guillemets, un peu polluants au niveau sécurité, ça va forcément aider, enfin, ça ne peut qu'aider, en tout cas, l'attaquant dans son phishing, dans son malware, ce que j'imagine même pas en passant par Gmail, parce que là, on parle, en l'occurrence, c'était l'exemple de Gmail, mais on n'a pas été communiqué, et je pense pas que ce soit une bonne chose pour le communiquer, mais le nombre d'ordinateurs personnels qui ont dû être manipulés pour des documents. Monter une attaque peut être un petit peu plus accessible pour certains, mais en revanche, l'État fait aussi quelque part passer le message que de toute façon, dès que ça touche de l'argent public, on ne paye pas les rançons et on préférera plutôt payer des plans de sécurité, ou en tout cas injecter de l'argent en mesure de sécurité. Donc ça peut aussi être un facteur qui va peut-être décourager la personne qui voudrait soutirer de l'argent. Alors après, celle qui veut nuire, elle par contre, elle peut s'en donner à cœur joie. Mais par contre, de l'autre côté, tout cet argent qu'on n'a pas dépensé dans des rançons, on va pouvoir l'injecter. Donc on parlait justement de l'enveloppe de 500 millions.
Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour la partie des hôpitaux, le ministère de la Santé a débloqué une enveloppe de 350 millions. Alors, je ne sais pas si tout va passer dans la cybersécurité. Il y aura peut-être un peu de renouvellement du parc. Il y aura peut-être des embauches spécifiques. Est-ce qu'on a des questions, surtout dans le chat et en choses à rajouter, je dirais, mais ça c'est que mon avis personnel, qu'un budget de 150 millions, c'est bien. Pas de souci, on ne dira jamais le contraire, mais c'est de toute façon pas assez au regard de ce que coûte la cybersécurité aujourd'hui. Et au regard de ce qu'est l'ensemble des SI, qu'ils soient publics ou privés, 150 millions, ça va très vite dans le domaine. Alors, encore une fois, c'est très bien, c'est pas ce que je dis, mais attention à pas non plus. On ne peut pas tout faire avec ça et on ne peut pas sécuriser toutes les mairies et toutes les infrastructures. Ouais, effectivement, il faut peut-être le voir comme une première marche. Et la deuxième pondération que je mettrai à ça, c'est qu'on vous a parlé de la PSSU, qui était un peu la première démarche de l'État pour sécuriser les SI. Moi, la pondération que je poserai à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que la PSSU était censée être mise à charge des entités, c'est-à-dire que chaque entité ministérielle devait payer pour cette PSSU. Et encore une fois, ça coûte énormément d'argent. Ça n'a été prévu dans aucun budget à l'époque où la PSSU est sortie, puisqu'elle est sortie je crois, en été 2014, donc les budgets étaient déjà clôturés. En tout cas, il y avait eu peu d'informations sur le sujet, et donc tout ça n'avait pas été provisionné à l'époque, et donc ça explique aussi le décalage de mise en œuvre et d'efficacité là-dedans. Si vous êtes tous d'accord avec ce qu'on a dit et que vous faites que boire nos paroles, ça nous va très bien. Voilà. On va donc s'arrêter pour aller boire autre chose. Exactement. Parce que la pression, de temps en temps, il faut la boire. Boire un bon verre d'eau parce qu'il fait chaud là. Toi, t'es dans ta salle de classe. Laisse-moi dans ma classe. Merci à tous. Il est temps de conclure. Merci à vous. Merci le chat. Et salut tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Salut.